Salut, je vais parler aujourd'hui du comics Transmetropolitan de Warren Ellis et Darick Robertson, qui a été publié en 60 numéros entre 1997 et 2002 de la collection Vertigo de DC Comics. Donc Vertigo, c'est un label spécifique de cet éditeur qui permet de publier des bandes dessinées qui ne rentrent pas dans le Comics Code Authority et donc faire des récits beaucoup plus libres dans le ton et dans les thèmes. Et donc Garcenis, j'avais déjà parlé d'une de ses BD Ocean, qui a aussi un personnage habillé tout en noir, chauve, comme personnage principal. Et Darick Robertson, c'était le dessinateur principal de The Boys. Du coup, dans cette vidéo, je vais quand même commencer par faire une brève présentation de l'univers de Transmetropolitan. Et donc pendant la vidéo, je vais parler du personnage principal, Spider Jérusalem, je vais parler de quelques thématiques qui sont abordées dedans, je vais parler aussi beaucoup de mise en scène, de voir comment c'est intéressant de nous montrer un monde cyberpunk avec beaucoup d'images, beaucoup d'informations, dans lequel va évoluer un journaliste qui écrit, un journaliste qui a une plume, de la BD qui est un médium qui mélange le dessin et l'écriture pour essayer de tirer des spécificités de narration et des choses intéressantes à raconter sur ces thèmes en particulier. Et puis pour conclure la vidéo, je vais parler de ce qui me plaît moins aussi dans cette BD, parce que je suis pas non plus absolument fan, j'adore tous les premiers tomes, mais toute la fin du récit m'a surtout laissé dubitatif. J'ai lu 2 fois ce comics, une fois il y a quelques années, et puis là je l'ai relu pour faire une vidéo, et j'ai eu les mêmes impressions à ce niveau-là, donc ce sera intéressant d'en parler. Il vaut mieux avoir lu le comics pour regarder cette vidéo, mais c'est pas non plus complètement obligatoire. J'annoncerai clairement le moment où en dernière partie je vais faire les gros spoils sur l'histoire. C'est ça le journalisme affectif, c'est se soucier du monde dont on parle dans nos articles. Certains disent que c'est du mauvais journalisme, que la vision du monde dans les médias d'information devrait être détachée, froide, impartiale. Si c'est ce que tu veux, il y a des caméras de surveillance partout, t'as qu'à emprunter la cassette. Je veux voir des humains parler, pour de vrai, de vie humaine. Je veux voir des gens qui en ont quelque chose à carrer de ce monde. Je veux voir des journalistes possédés, oui. Je veux voir des gens comme moi, enflés de haine, les affronter avec les yeux brûlants et les couilles fumantes, possédés par d'anciens dieux volcaniques des îles de Polynésie, agitant d'immenses seins et d'improbables pénis à la face des chefs secrets de ce monde. Des dieux journalistes nus et luisants, faisant chier les vilains dans leur froc 24 heures par jour, une nouvelle planète Terre. Garçon, des sous-vêtements propres, 7 couvertures et un seau de rince-doigt. Je suis saoulé, mais je sais ce qu'il faut, donc je fais ce qu'il faut. Bon, j'affronte la réalité, everyday, mais je souris. Et je souris. Frérot, j'affronte la réalité, everyday, mais je souris. Et je souris. J'encaisse les jours de pluie. Pluie, pluie, pluie. J'encaisse les jours de pluie, 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 pluie. Donc voilà, Transmetropolitan, c'est une BD extraordinaire, très drôle, avec des dialogues géniaux, plein de situations, plein de créations géniales, un dessin incroyable, qui se passe donc dans un monde cyberpunk, dans un futur qui n'est pas défini exactement, et ça aussi c'est une des clés, le fait qu'on ne connaisse pas la date précise à laquelle se passe ce futur-là, parce que ces personnages qui évoluent dans ce monde américain, dans cette ville qui est a priori New York, même si c'est pas dit non plus, ils l'appellent la ville, et personne ne connaît en fait la date à laquelle on est dans le monde actuellement, donc on sait pas exactement ce qui s'est passé pour qu'on arrive là, mais la date de l'histoire a été perdue et n'a plus été redéfini, ce qui fait que les personnages, que cette société a un drôle de rapport avec son passé, avec l'histoire, et que dans ce monde-là, il y a une culture de vivre le moment présent, et d'extrêmement peu garder une mémoire des choses, en fait. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un monde cyberpunk, le cyberpunk, je connais vraiment pas très bien, mais le neuromancien, ça m'était vraiment tombé des mains. J'écoutais le livre audio, et au bout d'un moment, je me disais, ça fait un peu trop longtemps que je comprends plus rien du tout, et donc je vais arrêter. Mais en gros, Transmetropolitan, c'est un monde où beaucoup de choses de notre monde sont exacerbées, en termes de quantité d'informations qu'on reçoit, en termes de puissance de la technologie, de possibilités, de transhumanisme aussi, et que c'est un monde extrêmement cru et violent. Et donc dans ce monde, on peut avoir par exemple la possibilité de complètement se séparer de son corps pour ne devenir plus qu'un nuage d'informations et avoir une forme complètement éthérée. On mange de la viande humaine clonée, et la sexualité est présente partout et constamment. On a une nouvelle religion qui se crée toutes les heures dans ce monde-là aussi, et des trucs comme ça. Et par exemple, il y a aussi des gens qui se sont fait cryogéniser à notre époque et qui se réveillent à cette époque-là, où tout a changé, où les valeurs sont différentes, où le monde est beaucoup plus extrême à leurs yeux. Et ces mecs-là, on les appelle des ressuscités, et ils sont complètement abandonnés par cette société qui les considère comme des boulets, parce que la plupart d'entre eux pètent des plombs une fois qu'ils sont face à cette nouvelle réalité et qu'ils n'arrivent pas à intégrer, et rien n'est mis en place pour essayer de les intégrer, ce qui fait qu'on les voit errer dans les rues comme des fous. Et donc ça montre encore une autre facette de ce rapport que ces gens-là ont avec le passé, qui ne s'y intéressent pas. Et du coup, de cette société où tout le monde a l'air de se droguer très fortement, où il y a de la formation constante, où il y a des énormes inégalités sociales, va émerger forcément énormément de marginalité. Et Spider Jérusalem, c'est un journaliste, un éditorialiste pour être plus précis, qui a émergé de tout en bas de la société pour devenir un auteur à succès, via
via des articles, des enquêtes de terrain et un livre à charge contre le président qui était en place. Et sous la pression de la folie ambiante et constante de la ville, de ce succès-là qui lui arrive à la gueule, il a décidé de s'isoler pendant plusieurs années, avant d'être obligé de revenir pour diverses raisons, et donc avoir une espèce de résurrection, de comeback, où il va reprendre son activité de journaliste. Et Spider, c'est un personnage violent verbalement, violent physiquement, il tape beaucoup les gens, il insulte énormément, son arme préférée c'est un pistolet qui file la chiasse, et globalement il n'a de respect pour rien, sauf pour la vérité, qui est ce pourquoi il va se battre pendant tout le récit. Mais par vérité, il ne cherche pas une vérité issue d'une éthique journalistique, issue d'une recherche d'objectivité, au contraire, Spider est un journaliste gonzo, un journaliste qui va sur le terrain, qui va vivre les choses, et qui va pleinement accepter sa subjectivité pour écrire ses articles, quoi. Et c'est aussi quelqu'un qui va constamment essayer de donner la parole, au milieu d'où il vient, c'est-à-dire aux marginaux, aux gens qui sont invisibilisés, et pendant le récit, il va faire des portraits de personnes, des portraits de groupes de personnes, de marginaux, et il va constamment s'attaquer à toute forme d'autorité, que ce soit les flics ou les politiciens, quoi. Et du coup, Spider, c'est un personnage qui se positionne vraiment comme un contre-pouvoir face à l'autorité, et ce qu'il avait fait craquer précédemment, pour qu'il parte dans sa montagne, va se répéter à nouveau, parce qu'il va redevenir un auteur à succès, tout en même temps en se mettant à dos les autorités, le président, les policiers qui le tabassent et tout ça, ce qui fait que son journal, The Ward où il travaille, va le placer de plus en plus dans des bâtiments sécurisés, et dans des bâtiments de plus en plus luxueux, parce qu'aussi il rencontre de plus en plus de succès à nouveau. Et ça pose plusieurs problèmes à Spider, parce qu'il a plusieurs peurs, ce personnage. Il a peur de perdre le contact avec la rue, il a besoin de sentir la rue sous ses pieds, comme il le dit. Son problème également, c'est qu'il a besoin d'une certaine forme de chaos, et aussi de haine des gens envers lui, pour pouvoir réussir à écrire, parce que comme je disais, il n'écrit pas un article de manière complètement froide, il écrit ses papiers comme on fait de l'art, quoi, avec de la pulsion, avec de l'instinct, avec le fait de pouvoir se laisser aller pleinement dans ce qu'il écrit, et que forcément, si on le place dans un monde complètement aseptisé, où il est aimé de tout le monde, où il n'a plus aucun stimulus en fait pour écrire, il va juste perdre tout feeling et tout but à ce qu'il fait. Cette vie dans laquelle j'ai basculé, c'est comme se noyer dans du coton. Je ne m'en aperçois pas toujours, trop de coton dans les yeux. Avoir les pensées claires devient un effort, et quand je me concentre, je dois me convaincre que je fais autre chose que ce que je vais vraiment faire. Parfois, je sais que si je laisse mon cerveau comprendre ce que veulent mes tripes, il s'enfuira par mon oreille. Et aussi, au bout d'un moment, Spider va finir par être détesté par les gens qu'il est censé représenter et défendre, parce qu'il va être de plus en plus aussi absorbé par le système, et comme c'est un personnage excentrique, un personnage iconique, rien que dans son aspect, dans son attitude et tout ça, son image va beaucoup être utilisée pour faire des dessins animés, pour faire des peluches et des choses comme ça, et globalement plein de produits dérivés, et ce qui fait qu'il va devenir un objet mainstream, là où il cherche justement à être l'underdog, à être le crasseux de service, et c'est un truc dans lequel il met vraiment beaucoup d'efforts pour le rappeler. Et donc voilà, c'est toutes ces difficultés pour ce personnage marginal, issu de marginalité et qui parle de marginalité, de connaître un énorme succès et d'avoir peur de perdre l'essence de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Et vraiment qu'une de ses peurs est de devenir le bouffon de service, celui qui crie, celui qui dit des gros mots, celui qui est irrévérencieux, et qui ne soit plus lu que par des bourgeois, qui ne serait grossi que par la forme et donc de manière caricaturale, et dont on aurait complètement enlevé le fond, quoi. Et ça, c'est un jeu d'équilibre qui va être beaucoup fait pendant le récit, de nous montrer des choses très amplifiées, presque caricaturales justement, et de pouvoir quand même garder un ton juste pendant le récit. Par exemple, là où le récit pêche un peu plus, je trouve, et bon, ça c'est juste une vision de l'auteur aussi, mais c'est par rapport à son discours sur la religion, où comme j'ai dit, il y a toutes les heures une nouvelle religion qui se crée, et donc là voilà, ça, je pense c'est un peu une moquerie de la liberté de culte en Amérique et tout ça, où Spider va avoir un discours assez absolu sur le fait que les religions sont uniquement là pour arnaquer des gens qui sont trop naïfs pour se rendre compte de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment le discours en bloc de Spider, et où on va nous le montrer déguisé en Jésus, où on va nous montrer aussi un moment où l'assistante de Spider parle, Shannon, où elle parle de sexe et tout ça, on va nous montrer un prêtre choqué, occupé de vomir parce que la meuf parle de sexe, quoi. Et alors que normalement Darick Robertson, il arrive justement à avoir beaucoup d'attitudes très justes dans ce qu'il fait, là les attitudes du prêtre sont très caricaturales, maladroites, presque adolescentes comme ça, dans la manière dont c'est dessiné, et que le but est bien sûr de représenter des caricatures, mais là ça fonctionne moins bien parce que je trouve que justement ça va trop loin dans cette idée de caricature et qu'on n'y croit plus, quoi. Et que tout d'un coup ça ressemble justement à quelque chose de superficiel, de cracher sur quelque chose pour cracher sur quelque chose, sans vraiment un discours de fond derrière. Et donc c'est intéressant parce que je trouve que l'enjeu de Spider, de crédibilité via de l'irrévérence, est la même pour Spider que pour Garth Ennis, qui essaie de nous raconter quelque chose aussi via ce biais-là, via cette forme-là. Et que je conçois complètement que c'est vraiment pas un exercice si simple à faire que ça, quoi. Et du coup, pour parler un peu de mise en page, donc de Darick Robertson, parce que j'ai lu que dans une interview de Garth Ennis, que c'est bien Darick Robertson qui fait le découpage de la BD. Et globalement, la mise en scène de cette BD est vraiment incroyable, hein. Elle sert vraiment très très bien le propos. Et du coup, ici, je vais parler de comment Darick Robertson fait ressortir ce truc-là, que Spider est un journaliste gonzo, que son travail c'est sa vie, et qu'il ne peut pas décorréler les deux, quoi. Et de comment aussi est-ce que c'est mis en scène ces sociétés où l'information est constante, où les écrans sont constants, et que tout ça forme un tout cohérent entre la mise en scène de Spider et la mise en scène de cet univers, où déjà dans une bande dessinée, le fait que ce soit un médium
qui mélange du texte et de l'image, bah c'est parfait pour montrer des pop-up qui viennent envahir soudain des images, des cases et de l'information violente qui peut émerger à n'importe quel moment de l'image. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une BD, toute information est graphique, même un son qui normalement est quelque chose d'éthéré, une onde, est représenté ici de manière graphique sous forme de lettres, etc., qui sont eux aussi des dessins, des icônes, et qu'une bulle de dialogue va avoir la même présence physique qu'une ancienne publicitaire qui serait purement textuelle. Et ce qui fait que la parole d'un personnage comme son visuel et le décor qui l'entoure vont être mis sur une espèce de même plan d'informations à décrypter, ce qui accentue encore davantage pour le lecteur cette impression de transmission d'informations constante. Et qui a aussi ce truc de forme des cases qui rappelle forcément des écrans aussi, ce qui fait que d'une case à une autre, on peut passer d'un moment où on va nous montrer une scène, un personnage de manière normale, et que juste après on va nous montrer une image mise à travers un écran, et qu'un personnage d'une case à une autre peut tout d'un coup être diffusé à grande échelle, et qu'on est dans un monde où on absorbe constamment des petites bactéries caméra, et que dans ce monde à tout moment on peut être diffusé, on peut être observé, et que ça s'accentue avec le fait que de la mise en page globale on a toutes des cases où vont constamment se mélanger sans vraiment de transition des cases d'écran et des cases normales, et quand même au sein de chaque case on va pouvoir potentiellement nous montrer à chaque fois des écrans occupés de diffuser des trucs constamment, et que même des cases normales, donc des cases qui ne représentent pas des écrans, vont parfois être mis avec des contours colorés autour d'eux. Parfois c'est une signification genre du rouge pour accentuer une colère ou quelque chose comme ça, mais parfois c'est juste purement esthétique, quoi, comme s'il y avait des espèces de néons autour des cases. Même des cases normales sont mises en scène comme un peu des panneaux publicitaires, de manière colorée, de manière très voyante, comme on peut retrouver partout dans décors de la ville, quoi. Et une manière de nous montrer la puissance des écrans, la puissance de l'information. On va nous montrer un sénateur, je pense, enfin en gros un politicien d'extrême droite, dont Spider va dire qu'il a vraiment une tête à claque, mais le fait de nous montrer en tout petit, avec un énorme écran qui le représente derrière, montre bien la puissance que l'écran lui confère, que cet écran va lui servir à lui donner énormément de charisme, de prestance, de puissance, là où normalement ce serait juste un mec avec une tête à claque. Et sur un autre exemple de la manière dont les politiciens se servent des écrans, ici c'est intéressant parce qu'on va nous montrer c'était Callaghan et son conseiller, je pense, occupés de discuter, et on va nous montrer leur visage très peu détaillé avec un trait beaucoup plus épuré que ce que Darick Robertson a normalement, et donc ça montre de quelle manière l'écran, la diffusion à la télévision vont lisser leur image et aussi leur capacité à contrôler justement leur image publique. Et par exemple une contre-attaque de Spider face à cette manipulation de l'écran, Spider va diffuser une information compromettante pour le personnage de Callaghan, et du coup premièrement on va nous montrer Callaghan en petit avec un énorme écran qui le diffuse avec sa bonne tête d'hypocrite, et un drapeau américain et tout le bordel, et puis l'information va être diffusée et va être amenée à Callaghan, et après on va nous montrer sur une pleine page avec une tête complètement décomposée, où on peut se dire que ce n'est plus l'écran diffusé en énorme que l'on voit, mais au contraire c'est lui tel qu'il est, qui nous est montré très directement, quoi. Et donc on a cette idée que l'image qu'il essaie de se donner a été démasquée, et que la vérité, qui est le grand combat de Spider, est plus forte que le mensonge, parce que sa tête déconfite face à la vérité va être montrée en plus grand que l'image qu'il essaie de montrer de lui-même via des écrans. Et du coup à cette mise en scène de l'image vient se rajouter aussi du texte, et on va beaucoup avoir la pensée de Spider sous forme d'encadré narratif. Parfois ça représente sa pensée, parfois ça représente des articles qu'il a écrits ou qu'il écrit, et donc ces encadrés narratifs qui vont directement se mélanger aux scènes, directement dans l'image, c'est vraiment superposé, quoi. Accentue le fait encore que les articles et les pensées de Spider émergent directement de son quotidien, de ce qu'il observe, de ce qu'il vit directement, quoi. Et que comme je disais, parfois ça représente aussi sa pensée, mais qui écrit globalement de la même manière que ses articles, et même parfois il parle comme il écrit, et donc ça montre aussi la manière dont il structure sa pensée, dont il structure ses idées, qu'il le fait de manière très littéraire, qu'il le fait pas avec des phrases froides, quoi. Quand il réfléchit, il le fait aussi sous forme de prose, et ce qui accentue le fait que c'est un écrivain, qu'il a un talent d'écriture, mais aussi le fait qu'il est dans une espèce de prise de recul journalistique constant sur ce qu'il voit, sur ce qu'il fait, et comme s'il cherche aussi beaucoup de l'impulsivité, où il est dans un langage du corps, il a un langage, comme je disais, de violence physique et verbale, on va quand même bien nous montrer la manière dont il filtre ce qu'il vit, via, encore une fois, de la prose. Et que c'est bien via des figures de style, de la puissance d'écriture, de la puissance de symbolisme, qu'il va chercher à convaincre des gens, à écrire des articles, à donner sa vision du monde, quoi. Et que pour ça, il lui donne une espèce de cohérence totale, et que pour lui, une écriture objective, une écriture neutre et froide ne voudrait rien dire à ses yeux, quoi. Et que Spider est vraiment habité au quotidien, constamment, de sa vie de journaliste, de sa vie d'homme, qui donc forme un tout constant, quoi. Et ce qui fait que, par exemple, on va parfois nous montrer des en-têtes de chapitres, enfin de nouveaux numéros, comme si c'était des en-têtes journalistiques, des gros titres, quoi. À un moment, même sur une grande image, on va nous montrer une légende, comme on écrirait une légende sous une photo de journal. Et que souvent aussi, c'est via des encadrés narratifs jaunes que vont être montrés les articles qu'écrit Spider Jérusalem en encadré narratif. Et que même à un moment, il va faire de l'humour noir en écrivant un petit mot cru sur un post-it jaune qui va coller. Et que ça montre bien qu'il est dans un flux constant de cohérence, et aussi de mise en scène de lui-même, et de sa pensée,
et de sa manière de réfléchir et d'agir, quoi. Et dans le processus de création de Spider, c'est vraiment dit qu'il a besoin de sentir les choses pour pouvoir écrire, que s'il connaît trop de contraintes, il va pas réussir à écrire, quoi. Et qu'une fois qu'il a vécu tous les événements, qu'il a accumulé toutes les informations dont il avait besoin, il a besoin de laisser ses doigts s'exprimer, quoi, en fait. Qu'une fois qu'il a vécu, qu'il a ressenti les choses, il doit laisser son cerveau se relâcher et y aller pleinement dans l'émotion, pleinement dans l'instinct. Et par exemple, à un moment, on va nous montrer dans des toilettes qu'il d'abord se drogue pour ensuite écrire son article, où on va nous montrer de manière séparée, d'un côté Spider dans une case, occupé d'écrire son article, et de l'autre, l'article qui s'écrit via des petits encadrés narratifs, mais complètement séparés de l'image, quoi. Pour bien montrer que son article s'écrit presque indépendamment de son corps. Et de toute façon, de manière globale, le récit parle du processus de création de Spider. C'est un des points assez clés du récit, je trouve. Et du coup, même si on est dans un monde cyberpunk où on pourrait se dire que normalement l'information devrait venir principalement via des canaux télé, etc., ce qui est le cas, ici on nous montre un héros, un personnage principal plutôt, qui est un écrivain, quoi. Ce qui est assez logique dans une bande dessinée de mettre en scène quelqu'un qui sait manier la plume, parce que la mise en scène du texte, le fait qu'elle soit quelque chose d'écrit et pas un dialogue parlé, change beaucoup de choses dans l'évocation de la puissance des mots, de la puissance de l'écriture, et bien sûr aussi de la puissance des images, puisque c'est de la bande dessinée et que ça allie les deux. Mais que le fait de faire écrire Spider et pas parler Spider comme un tribun rappelle aussi que la force de la bande dessinée réside dans son écriture, dans ses liens avec la littérature, avec la presse écrite, etc., quoi. Et que Spider est quelqu'un qui est représenté comme étant habile avec les mots, et on va même parfois nous montrer ses doigts qui sont directement juxtaposés à son petit ordinateur qui est sous forme de comme une machine à écrire, pour montrer que directement depuis sa main il va aller manier les lettres, etc., au sein de la composition de la page, quoi. Et même ces lunettes sont représentées comme un filtre de journaliste à travers lequel il regarde les choses, ces lunettes qui peuvent prendre en photo, et ça lui donne aussi une tête comme s'il faisait une grimace constante avec un gros œil, petit œil, qui est une forme de grimace qu'on peut voir dans certains dessins. Et comme je disais, on est dans un monde extrêmement violent, et que la violence de Spider lui-même raconte aussi quelque chose sur le fait qu'il ne se cache pas du fait qu'on est dans une société violente, qui ne fait pas les choses en sous-main, d'être aussi un produit de cette société et de cette colère qu'il a en lui. Et sa violence physique, j'entends toujours, va être extrêmement peu remise en question pendant le récit. Le moment le plus fort qui interroge un peu les limites de sa démarche, et le moment où il va s'infiltrer dans un rassemblement de fachos, dans un meeting d'extrême droite, où Spider va cogner quelqu'un, et là il y a tous les fachos qui lui disent « Bravo mon gars, faut pas le laisser faire, mort aux faibles, etc. » Et la mise en scène de Garcenis change au fur et à mesure du récit aussi. On voit qu'il a d'autres idées, on voit qu'il abandonne certaines et tout ça, mais globalement ça fait quelque chose de très dynamique, quoi, où il va mettre des lectures de casse diagonale, où il va superposer des images les unes sur les autres, il va donner une espèce de côté 3 dimensions à son image, ce que fait beaucoup de comics ou de mangas, mais il y a des moments où ça ressort vraiment bien, je trouve, ce truc-là, de 3 dimensions, de profondeur à l'image. On va pouvoir nous montrer un personnage qui dépasse de la case et donc ça va accentuer le fait qu'il soit intrusif. Et en contraste, l'autre personnage qui lui ne ressort pas de la case est montré dans un sentiment de retrait. Et aussi le fait de se servir des images qui se juxtaposent de la BD pour faire ressentir davantage d'empathie, d'un ressenti d'un personnage envers un autre par exemple. Et ici par exemple il y a un truc que j'aime bien, c'est le fait de nous montrer Spider face aux 2 candidats de l'élection, où on va nous le montrer qui est à la fois occupé de regarder depuis son point plus bas les énormes affiches qui sont au-dessus de lui et qui le surplombent, et en même temps nous montrer qu'il est occupé de les écraser grâce au fait justement de nous montrer Spider superposant ces 2 affiches tout en les regardant de un pas plus bas. Et pour ce truc là de nous montrer Spider avec une caméra plongeante comme ça, on va nous montrer ce truc là de l'enjeu de Spider pas mal de fois au cours du récit, de toute façon le fait qu'il soit en haut d'une tour isolée et la rue avec laquelle il essaie de garder un contact. Et ici sur cette image que j'aime bien qui a servi de couverture, on va nous montrer Spider depuis un immeuble tout en haut avec une grosse perspective qui donne directement sur la rue en contrebas et qui donne l'impression que Spider est à la fois tout en haut de l'immeuble et à la fois son corps directement appuyé sur la ville comme s'il se baladait de la rue, avec cette espèce de perspective vraiment profonde mais en même temps qui semble plate, avec le fait que Spider soit directement superposé sur les 2 trucs en même temps. Et le fait d'avoir une mise en page très dynamique avec beaucoup d'informations, forcément ça fait écho au fait qu'on est dans un monde où l'information est constante, on est submergé par de l'information, et ça montre aussi la vivacité, l'esprit aiguisé de Spider qui est censé s'occuper de réfléchir, censé s'occuper de réagir à des choses, où Spider va pouvoir ingérer de l'information en masse de manière très rapide et très efficace, ou par exemple il va demander à sa télé de changer de chaîne toutes les 5 secondes ou des choses comme ça, et même parfois le récit va nous montrer une double conversation se passer en même temps, et ça c'est un truc que la BD permet de montrer une scène qui devrait être un brouhaha, un truc inaudible parce que où tous les sons se mélangent. Ici on peut nous montrer un double dialogue parce que les bulles vont s'enchaîner les unes après les autres dans le sens de lecture, tout en étant simultanées dans la logique de l'image, quoi. C'est-à-dire elles se passent en même temps d'un point de vue temporel, mais pour le lecteur on peut les séparer et les lire les unes après les autres. Et ce qui fait que Spider va pouvoir avoir une conversation avec quelqu'un au téléphone par exemple, tout en écoutant une conversation à la télé. Et comme nous en tant que lecteur on lit l'information que Spider reçoit, on voit qu'il reçoit les informations de cette double conversation vraiment pleinement, quoi. Il ne perd pas de l'information parce qu'il écoute 2 choses en même temps, quoi. Mais parfois l'auteur va aussi casser cette dynamique des cases et de mise en page avec qui se lisent en diagonale, etc. pour
nous montrer une mise en page en gaufrier, donc avec toutes des cases de la même taille, et avec par exemple ici des pubs qui passent à la télé, qui sont montrées en 6 cases de même taille, et ça montre cette espèce de routine de laquelle on peut être enfermé en regardant des pubs à la télé. Et en même temps sur des pages en vis-à-vis, on va nous montrer Spider qui regarde ces pubs là, sur aussi une page en gaufrier, et donc la répétition des cases va bien nous montrer que Spider est bien bloqué dans une boucle à regarder des pubs comme ça à la chaîne, mais la forme des cases allongées avec le vide au-dessus va bien accentuer la manière dont il ressent, dont il réceptionne la pub, et de tout le poids que ça met sur lui quoi. Et donc voilà, c'est juste marrant de rappeler que la forme des cases peut montrer aussi du ressenti des personnages, même si c'est jamais que des petites formes rectangulaires quoi. Et d'ailleurs dans les formes des cases, à un moment donc Spider va être atteint d'une certaine maladie, et donc il va ressentir de la faiblesse physique, et donc pour faire ressentir ça, l'auteur va parfois onduler les cases, qu'elles soient comme dessinées à main levée, et puis avec une équerre, pour nous montrer l'instabilité de Spider, etc. Et aussi parfois jouer avec le sens de lecture, le fait qu'une BD ça se lit de gauche à droite et de haut en bas. L'auteur peut montrer comme ça une descente de Spider alors qu'il est occupé de marcher tout droit, pour accentuer ce sentiment de vertige et d'impression de basculement vers le bas quoi. Et c'est intéressant sur cette page parce que finalement Spider va être placé dans une voiture pour qu'il puisse se reposer, et là la forme de la case va devenir la voiture, la forme du fauteuil de la voiture, pour bien nous montrer qu'en contraste avec les cases à main levée qui ondulent, c'est bien le siège de la voiture seul qui le maintient physiquement quoi, et que sans ça il serait peut-être écroulé encore plus bas dans la page. Et ce qui est intéressant aussi de la mise en page de Robertson, c'est qu'il va pas mal laisser le fond prendre de la place au sein de la page. Parfois ça semble juste purement esthétique hein, cette décision, ça. Tous les trucs n'ont pas forcément une signification dans la narration, mais parfois ça va être aussi pour représenter un malaise, le fait de laisser un vide à côté d'un personnage qui se sent pas très bien. Et ici j'aime bien avec ce candidat à la présidence, Callaghan, enfin les médias l'appellent le sourire, et pendant toute la campagne présidentielle c'est vraiment un personnage vitrine quoi, qui bouge presque pas comme s'il portait un masque. Ici on va nous représenter d'abord le sourire sur une longue case normale entourée de ses deux conseillers, et que juste en dessous on va nous montrer le sourire dans une petite case isolée avec plus que les voix des personnages qui lui parlent, et donc ça fait abstraction d'eux. Et donc cette petite case montre à la fois le regard de Jérusalem qui est occupé de le regarder, de le fixer lui très précisément, que c'est son centre d'intérêt, et en même temps ce vide qui se fait autour de lui accentue l'angoisse qu'on ressent face à ce personnage, et qu'il a juste pas l'air bien mentalement quoi, qu'il a l'air d'un fou. Du coup voilà, je vais passer à la partie spoil où je vais plus parler de mise en scène mais uniquement du récit et des trucs qui m'ont moins plu aussi. Moi j'adore la première partie de Transmétropolitan, surtout où il va un peu de fait en fait, où il va d'abord couvrir l'émeute des transités, où on va assister au petit ami de Shannon qui va se faire dématérialiser, des choses comme ça, où on va avoir quelques premières confrontations avec le président la Bête. J'aime beaucoup toutes ces parties-là, je la trouve vraiment génial. Et après c'est quand le président le sourire arrive au pouvoir où je trouve que ça m'intéresse moins quoi, ce que le récit raconte. Et ce que je trouve intéressant c'est le fait que Spider soit atteint de cette maladie dégénérative neuronale, machin truc, où il va perdre de la puissance physique et aussi mentale, il va oublier des mots, il va avoir des absences pendant la journée, et alors qu'un des combats de Spider je pense c'est d'essayer de sauvegarder une mémoire de l'époque, via ses écritures, via ses témoignages, vu que comme j'ai dit c'est une société qui en regarde pas trop derrière elle, je pense qu'un des combats de Spider c'est de recontextualiser les choses pour les repolitiser quoi. Et le fait qu'il ait une maladie qui va lui faire perdre sa mémoire, sa capacité d'écrire, de réfléchir et même de se mouvoir convenablement, est le pire qui pouvait lui arriver parce que il veut être la mémoire des choses, et que même à un moment tous ses articles, tout ce qu'il a écrit est mis en péril par le président via des complots etc. pour être détruit, et donc qu'il n'y ait plus aucune archive de ce qu'il ait fait quoi, donc de l'effacer complètement et qu'il disparaisse littéralement de l'histoire de l'humanité quoi. Et donc ça je trouve que c'est un bel enjeu dramatique pour le personnage, vraiment cool, mais c'est plus vraiment le personnage du sourire qui m'emmerde un peu, parce que le premier président qui est en place donc c'est la Bête, qui donc est opposé au sourire aux élections, et la Bête lui donc c'est vraiment l'ennemi de Spider, et Spider cherche à l'humilier constamment, à lui cracher à la gueule autant qu'il peut, autant physiquement que via ses écrits, mais la Bête est montrée quelqu'un comme un conservateur extrême, je sais pas trop comment dire, où on est dans cette idée américaine de la loi du plus fort, du self-made man, de si t'as pas réussi c'est de ta faute, et des trucs comme ça. Et donc les inégalités en Amérique se sont considérablement creusées de sa faute, les gens crèvent dans des squats, il y a de la répression policière à foison, mais pourtant dans une confrontation qui se veut un peu culte, un moment comme ça de le récit entre le président qui se met à nu, qui est à moitié à poil, qui est sous, et qui va parler à Spider de manière très franche, donc sur langue de bois, on va comme nous faire dire que ce président ne cherche pas à manipuler les infos, et à cacher la vérité, et à tricher quoi, qu'il joue quand même dans les règles quoi, qu'il n'est pas sans foi ni loi, qu'il défend une idéologie profondément inégalitaire, mais que contrairement au sourire, il n'est pas que chaos quoi, parce que le sourire, il nous est montré comme quelqu'un qui cherche le pouvoir juste pour pouvoir faire chier les gens, qu'il est quelqu'un qui va arracher les ailes d'une mouche, parce qu'il en a la capacité, et que c'est ça qui le fait kiffer quoi. Il recherche juste de la destruction et de pourrir un maximum les gens, et c'est pour ça qu'il voudrait le pouvoir, et que soi-disant le président la Bête, qui est vraiment présenté comme un président exécrable quoi, il jouerait avec les règles, et que donc c'est un moindre mal face au sourire qui lui serait incontrôlable, et que Spider revient même à dire en creux dans un de ses articles: voter pour le président la Bête pour contrer le sourire. Spider fait clairement appel à la population pour faire barrage
face à un extrême plus extrême qu'un autre, et que la bête est dans une manipulation de la population avec des discours de haine, des discours de peur, mais ce serait toujours pour servir une idéologie à laquelle il croit, et donc il est là pour défendre sa vérité qui est, le self-made man, le marche ou crève, une vision très individualiste de la société, et que donc ce serait insupportable à ses yeux que Spider l'insulte en disant que c'est un menteur, parce que lui aussi, comme Spider, il défend sa forme de vérité, qu'ils ne sont pas d'accord sur cette vérité, sur cette idéologie et sur cette vision politique, mais qu'ils ne peuvent pas remettre en question la sincérité de l'un et de l'autre. Et donc je comprends ce que veut dire cet enjeu au sein de la thématique principale du récit, mais je trouve cette conversation est le thème presque hors sujet par rapport aux enjeux qui sont concrètement présentés au sein de cette société. Et aussi le fait de nous dire que le sourire n'est là que pour le chaos, et que c'est une constante dans l'histoire de l'humanité, et que c'est pas le premier exemple de la personne qui voudrait être au pouvoir juste pour le pouvoir, est aussi un moyen de dépolitiser ce personnage, je trouve, parce qu'il n'a aucun discours idéologique, quoi. Peut-être que je suis naïf, et peut-être que je me rends pas compte, mais ça existe vraiment. Est-ce que c'est vraiment crédible, un homme qui vient au pouvoir juste pour foutre la merde, qui fait tout ce chemin, juste parce qu'il a envie de foutre la merde et qui ne sert aucune idéologie? En fait, ce qui me dérange, c'est que la bête représentait déjà un adversaire suffisamment puissant, suffisamment flippant, et que je vois pas en quoi le sourire apporte réellement quelque chose, comme vrai méchant face à Spider, comme méchant final face à Spider Jérusalem. Parce que le sourire va être, une fois président, dans un contrôle de l'information assez extrême, il va mettre en place une loi martiale, il va assassiner des gens dès que ça sert son intérêt, c'est-à-dire son intérêt de garder contrôle de la situation et de la vérité, pour pas que divers scandales l'éclaboussent, et un des scandales, c'est le fait qu'il est couché avec des prostituées qu'on lui a fournies. On s'en fout. Je vois pas en quoi un mec qui veut foutre la merde en tant que président serait gêné que le peuple apprenne qu'il est couché avec des prostituées. Je sais pas, j'ai vraiment du mal à voir, quoi. Mais bon, y a pas que ça, il a aussi fait assassiner son ancienne conseillère, et ça, je comprends pourquoi il veut le cacher. Mais à partir du moment où c'est quelqu'un qui veut juste purement foutre la merde, et qui met en place une loi martiale, et qui met en place des massacres d'étudiants et des choses comme ça, en quoi est-ce qu'il aurait peur que les institutions cherchent à le destituer de sa place de président? À partir du moment où t'es juste là pour foutre la merde et que t'en as rien à foutre, tu deviens juste, dictateur, et tu encules tous ceux qui essayent de t'avoir, quoi. Pourquoi est-ce qu'il s'enfuit en hélicoptère à partir du moment où on essaye de le destituer? J'arrive pas à comprendre ce personnage parce qu'il nous présente comme un extrême, mais en même temps tout ce qu'il a fait, la bête l'a fait également, j'ai l'impression, de faire de la répression policière, du contrôle de l'information, des crasses en soum-soum et des trucs comme ça. Je vois pas en quoi il est vraiment plus clean que l'autre, quoi. Et donc on nous remplace le méchant la bête par un méchant qui est censé être plus extrême, le sourire, et que tout ça pourrait être une critique du système électoral, de cette forme de démocratie, de mettre en place un personnage, une personne qui avec autant de pouvoir. Et ça c'est un discours que je pourrais comprendre, quoi, parce que on est tous des humains, et moi le fait qu'un être humain avec tout ce qu'il a de plus faillible puisse avoir autant de pouvoir, moi ça me fait juste flipper, et je comprends pourquoi on pourrait avoir un discours comme ça, mais Spider n'a pas ce discours-là, et personne n'a ce discours-là. Ils ne remettent absolument pas en question, une seule fois dans le récit, le fait qu'il soit dans un système qui puisse permettre de faire émerger des gens comme la bête ou le sourire. Et donc ce qui n'irait pas, c'est le sourire ou la bête en soi, mais pas tous les mécanismes politiques et de société qui font que des gens comme ça puissent avoir autant de pouvoir. Ça c'est jamais remis en question. Et que donc Spider est présenté comme quelqu'un de punk, de quelqu'un d'extrêmement marginal, d'un junkie, d'un violent, de quelqu'un qui nous présente la forme et l'attitude de quelqu'un d'extrêmement radical et de révolutionnaire en fait. Mais ça c'est pas fait, quoi. Spider ne va pas au bout des choses, et que dans quelle mesure est-ce que Spider n'est pas un personnage aussi extrême qu'on aimerait nous le présenter, parce qu'il a tout le package pour être un révolutionnaire, mais il ne l'est pas, tu vois. Et aussi, quand on regarde les deux intrigues amoureuses, entre guillemets, qu'a Spider, on voit que c'est avec la conseillère du sourire, avant qu'il n'accède au pouvoir, et qui donc va être assassinée par la suite, et aussi avec Yelena Rossini, sa seconde assistante, qui est son espèce d'héritière spirituelle, et avec qui il a couché une fois, et qui s'est sous-entendu à la fin, qu'ils continuent de coucher ensemble. Et Yelena est donc issue de la famille Rossini, qui est une des familles les plus puissantes et riches de la ville, et que peut-être ça veut pas dire grand-chose, mais ce qu'on voit, c'est que Spider, ces deux intrigues amoureuses, sont des personnes issues de milieux sociaux qu'il est censé combattre en tant que défenseur de ceux en bas de l'échelle sociale. Et que ça montre peut-être aussi avec qui, en fin de compte, du fait de son bagage culturel, Spider, du fait que c'est un transfuge de classe, les personnes avec qui, dans le fond, il peut bien s'entendre d'un point de vue relation profonde. Il va trouver énormément de connivence dans les classes sociales les plus élevées, et ayant un bagage culturel et financier semblable au sien. Tout ce qu'il va chercher à faire, c'est mettre des bâtons dans les roues du président, voire chercher à le destituer dans le cas de Callaghan, du sourire, et que Spider dit on emmerde l'éthique journalistique et des choses comme ça, mais il va quand même mener son combat dans les règles, tu vois, et que le sourire va chercher via les lois à le mettre hors la loi avec du contrôle de l'information, des choses comme ça, et que Spider va insuffler une désobéissance chez tous les journalistes pour pouvoir se rebeller
contre le sourire et diffuser de l'information qui normalement est interdite. Et donc effectivement là on est plus sous une forme de dictature qu'avec la Bête, mais la Bête cherchait déjà à faire taire Jérusalem. Jérusalem qui s'est fait tabasser sous la présidence de la Bête par des représentants de la loi. Donc au bout d'un moment, est-ce que la porte glissante n'était pas déjà plus que là avec la Bête, et est-ce qu'il y avait vraiment besoin du sourire, qui lui encore une fois je trouve un personnage dépolitisant. Mais que donc Spider, face à la menace d'un dictateur, et il aura beau dire qu'il emmerde l'éthique journalistique, il va quand même faire ça avec de l'éthique journalistique globalement quoi. Il va peut-être pas faire ça avec de l'éthique morale au sens où on l'entendrait, parce qu'il va tabasser des gens et des choses comme ça pour avoir de l'information, mais tout ce qui va compromettre réellement le sourire, c'est des choses qu'il a pu prouver avec des tests ADN et des choses comme ça quoi. Donc en fin de compte il va faire ça plutôt proprement. Et je comprends la logique pour ce personnage qui doit rester quand même un journaliste et donc avoir un rôle de journaliste. Je sais pas, moi je pense que ça m'aurait plus convaincu si Spider avait été déclaré illégal sous la Bête et pas sous le sourire, et que le glissement de la Bête à une forme de dictature visible aurait été plus fort je trouve dans le récit, plutôt que nous mettre cette espèce d'homme de paille qui a autant de discours politiques que le plus basique méchant de comics. Donc voilà, en gros c'est le fait de nous présenter Spider comme un personnage punk au possible, mais qui ne remettent jamais en question le système, il remet en question que des individus. En gros c'est ça qui je trouve ses limites dans le récit, même si le thème de recherche de la vérité à tout prix est quand même très bien mené de bout en bout je pense. Et c'est aussi parce que j'adore le personnage de Spider Jérusalem et que j'aurais aimé le voir plus jusqu'au boutiste en fait. Le truc aussi c'est que dans toute la fin du récit, on perd quasiment entièrement l'aspect cyberpunk en fait. Tout ce qui se passe dans le récit à la fin, quasiment. Je vois pas vraiment ce que l'idée de technologie exacerbée vient vraiment changer quelque chose là-dedans. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je parlerai d'autres comics à l'avenir aussi, hein, comme The Boys, je compte en parler un moment. Parce que je vais aussi mitiger sur le récit, donc les trucs que j'adore dans The Boys, des trucs où je me dis c'est vraiment très lourdingue, donc ce sera intéressant d'en parler. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.